bienvenue à notre dernier cours officiel d'INF 1256. La semaine prochaine, on travaille sur la révision. Donc aujourd'hui, on va attaquer les deux derniers sujets. Donc premièrement, la visualisation de données. Donc comment je fais pour prendre des informations qui sont, mettons, dans des tableaux, qui sont dans des listes, qui sont dans une forme numérique ou une forme informatisée, une forme de données structurée qu'on appelle, et l'afficher d'une manière qu'un être humain peut tirer des connaissances de ça. Donc, pour faire de la visualisation de données, il y a une librairie qui va être capable de faire tout ça, qui va être la librairie Matplotlib. Okay? Donc, les mathématiques, plot, c'est pour faire des dessins, pour faire des graphiques, puis lib pour librairie. Donc, Matplotlib, à chaque fois que vous allez voir des graphiques, même si cette librairie-là n'est pas directement utilisée, c'est toujours la librairie qui est utilisée par la bande. Donc, ça va toujours être les mêmes principes, les mêmes concepts qui reviennent. Fait qu'on va aller regarder comment est-ce que ça fonctionne par défaut. Puis, à partir de là, on va être capable de comprendre à chaque fois qu'on voit des graphiques, on va savoir que ça vient de là, puis qu'on peut le configurer avec ces différents concepts-là. Fait qu'on va regarder ici un exemple de à quoi ça ressemble quand on utilise Matplotlib. Fait que on a ici un Jupyter Notebook. Donc un Jupyter Notebook nous permet d'avoir du code, nous permet d'avoir du texte à l'intérieur. Donc ça ici, c'est l'exemple qui est directement linké sur le site de cours. Donc vous pouvez y accéder vous aussi au besoin. Fait que le principe, c'est qu'on a besoin de différentes librairies. Donc, on va avoir Matplotlib, et on va avoir aussi, dans Matplotlib, plus précisément, le PyPlot. Donc, ça ici, ça va être vraiment le module précis qui va me permettre de faire différents affichages dans des graphiques. Donc, on va beaucoup l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on le renomme pour qu'on puisse utiliser juste PLT à la place pour être capable de l'utiliser rapidement. On va aussi utiliser NumPy. Donc, on avait dit aussi à chaque fois qu'on travaille avec des entités numériques, à chaque fois qu'on travaille avec des grands sets de données, des vecteurs, des tableaux d'une dimension, des matrices des tableaux de deux dimensions, on utilise toujours NumPy. Donc, ça va venir aussi s'intégrer à ça. Fait qu'on bâtit des différentes librairies une par-dessus l'autre pour être capable de faire des choses de plus en plus complexes. Donc, on va commencer, puis on va regarder le principe fondamental de Matplotlib, c'est de faire des plots. Fait que c'est la méthode plot de la librairie qu'on peut appeler, puis il va avoir différents paramètres d'entrée, minimalement 2, qui vont nous donner les valeurs en X, puis les valeurs en Y à avoir. Fait que ça ne peut pas faire une représentation d'une équation mathématique. Okay? Donc, en informatique, le principe, c'est qu'il n'y aura pas de calcul symbolique. Je ne peux pas dire affiche-moi Y est égal à X plus X à la 2 plus 5. Je ne peux pas directement faire ça. Ce que je peux faire, par exemple, c'est me créer un tableau qui va avoir toutes les valeurs de X, okay, mettons genre 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Puis après ça, appliquer une formule mathématique là-dessus. Fait que notre première opération ici, ça utilise linspace de NP, de NumPy. Fait que si on va voir qu'est-ce que ça fait ça. On va voir que ça va retourner une liste de nombres qui va être sur un intervalle spécifié. Fait que si on donne un exemple ici, si je vais de 2 à 3, puis j'en veux 5, ben ça va me donner un tableau avec 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3. Fait que linspace, c'est juste ici une fonction intermédiaire, juste pour se créer un tableau de valeurs initiales, okay, qui va être toutes les valeurs des X à laquelle je veux calculer quelque chose. Fait que ce que je peux faire, c'est je crée ici X. Donc X, c'est un tableau de une dimension qui va avoir 100 valeurs à l'intérieur. Puis
puis les 100 valeurs vont juste aller de 0 à 10. Une fois que j'ai ça, je peux voir que je l'utilise ici dans le plot, fait que toutes les X, donc j'ai 100 valeurs là-dedans qui vont de 0 à 10 de manière linéaire, donc 0.001, 0.000, voilà. Puis ensuite, je vais avoir les Y. Fait que pour les Y, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une fonction mathématique sur toutes les valeurs de X qui va me donner les Y à chacun des emplacements de X. Qu'est-ce que je dis? Ben, dans NP, on a la fonction sin. Fait que je dis, prends mon vecteur, mon tableau de une dimension, trouve-moi toutes les valeurs de Y pour ça, puis ça va me, ici, faire la belle courbe comme je la connais si bien. Après ça, je peux avoir plusieurs lignes qui sont graphées à l'intérieur d'un seul graphique. Fait que je peux ici utiliser un deuxième plot avec le cos, puis lui va faire l'autre qui vient avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction-là de NumPy, ici il va falloir marquer NumPy parce que ça c'est juste un petit peu trop générique. Moi j'aimerais ça aller voir la documentation. La fonction plot. Fait que plot peut prendre une série d'arguments, ok, puis après ça, avoir certaines opportunités pour avoir aussi des keyword arguments. Fait que le principe, c'est vraiment qu'on peut aller regarder les différents keywords, ok, puis là, on peut rajouter un paquet de configurations possibles. Ok? Fait que je peux avoir un alpha, est-ce que c'est transparent ou pas? Est-ce que il y a des dashes à l'intérieur? C'est quoi le line style? Est-ce qu'il y a des différentes couleurs que je peux avoir? Donc, toutes les informations, je peux avoir plusieurs options que je vais rajouter. Donc, on ne fera pas le tour des options. Le principe ici, c'est que je peux directement juste, mettons, rajouter, par exemple, le type de trait. Et je peux voir ici que ben, y en a un qui était juste normal, hein, qui était comme le défaut. Puis après ça, ben, j'ai les deux tirets qui me disent ben, je fais un trait assuré. On peut sauvegarder ces différentes images-là. Donc là, quand je l'exécute, ça me l'affiche dans mon Jupyter Notebooks. Mais souvent, j'aurais besoin, mettons, de mettre ça dans un rapport. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est le sauvegarder, ok, avec une extension connue comme PNG, puis ça me fait une image que je peux présenter dans un rapport. Puis à partir de là, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. Le principe ici, c'est que quand on travaille avec une figure quelconque, à l'intérieur de la figure, on a un paquet d'objets, okay, qui existent, puis qu'on peut configurer comme on a besoin. Fait que on a ici un peu tous les différents types d'objets qui sont disponibles. On peut voir ici, on a vu les lignes. On a des markers qui vont être pour un autre type de figure. Hein. Comme là, on fait des line plots, mais on peut avoir des scatter plots, juste les points chacun des informations qui ne sont pas reliées automatiquement. On va avoir le principe d'axe. Okay? On peut avoir des étiquettes pour les axes. On peut avoir le titre de la figure. On peut avoir une légende. On peut avoir un quadrillé sur la figure. On peut avoir des étiquettes majeures, okay? Donc pour chacun des tics qu'on appelle, donc en gros des comme traits à l'intérieur, on peut avoir des traits mineurs, okay? Puis des étiquettes pour ça. Donc tous ces différents éléments-là sont configurés avec les différentes options qu'on peut avoir quand on va aller chercher la fonction qui vient avec. Puis quand on veut les utiliser, on est ici, on va retourner ici. Une fois que j'ai fait mon affichage, je peux utiliser comme si c'était un objet, comme si j'étais en programmation orientée objet, puis aller chercher les différentes propriétés, okay, les différents attributs de mon plot. Fait que je peux aller changer le label Y,
je peux après ça l'afficher. Puis pour chacun, on peut aller voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut aller travailler avec. Fait que le principe, c'est que dans le PyPlot, on a un paquet de différents attributs, de différentes propriétés que je peux aller modifier pour être capable d'avoir le plein contrôle sur mon affichage de graphique. Ici, un autre point important avec PyPlot, c'est qu'il n'y a pas seulement des lignes segmentées. Hein? Donc, le principe, c'est que chacun des points ici ils ont juste fait un trait pour que ça donne quelque chose. Mais on peut très bien avoir juste les marqueurs. Puis, on peut aussi avoir d'autres types de tables. Okay? Donc, ici, on va avoir un petit exemple là, pour démontrer les genres de tables possibles. Fait que, on peut avoir des diagrammes de bord. On peut avoir des histogrammes. Okay, donc là, ça dépend de vos connaissances statistiques et mathématiques de visualisation. Le principe, c'est qu'on peut avoir pas mal tous les différents types de graphes qu'on pourrait vouloir mathématiquement. Ils sont tous disponibles. Donc, on a des histogrammes. On peut avoir des diagrammes à bande okay, qui nous donnent l'intervalle des différentes valeurs possibles. Okay, avec les rangs centiles, la moyenne dans le milieu. On a aussi des graphes d'air sous la courbe. Okay, fait qu'ici, c'est les points qui sont comme accumulés un par-dessus l'autre, puis qui me permettent de faire des airs sous la courbe. On a juste un ramassis de points, un scatter plot. Je sais même pas c'est lequel, celui-là, un hexagonal bin plot, mais on a aussi nos gentils pie charts. OK? Comme si on était dans Excel ou PowerPoint. Puis je pense que c'est pas mal les genres de graphiques qu'on peut avoir à l'intérieur de Matplotlib. Là, ici, je suis en train de regarder dans la documentation de Pandas juste parce que il y avait les différents graphes tous énumérés un après l'autre, mais même dans lui, hein, c'est Matplotlib qui fournit ces différentes fonctionnalités-là. Donc, tout ce que Pandas est capable d'avoir est capable de le transférer à Matplotlib, puis est capable d'être géré de cette manière-là. Fait que ça ici, c'était notre premier point pour la visualisation qui va nous permettre d'avoir des affichages de graphiques, des affichages d'informations qui peuvent être plus intéressantes pour un être humain que juste un paquet de valeurs écrites une après l'autre. Ça fait le tour de notre premier sujet de la soirée. Le deuxième sujet, ça va être le principe de machine learning. Okay? Donc, on va ici utiliser un set de données, puis on va se créer un algorithme qui va nous permettre de prédire quelque chose okay, qui va avoir appris de manière automatique. Fait que pour être capable de travailler avec les différents algorithmes, tout en fait qu'est-ce qui se passe dans le monde du machine learning, on va utiliser une autre librairie qui s'appelle scikit-learn. Okay? Donc pour du machine learning en Python. Donc scikit-learn est vraiment une excellente librairie, non seulement pour tout ce que ça apporte, donc c'est vraiment complet, ça va vraiment chercher tous les algorithmes possibles, mais il y a aussi un user guide, qui est un manuel d'utilisation, qui est extrêmement complet par rapport à pas juste qu'est-ce que la librairie est capable de faire, mais les concepts derrière. Donc on peut voir ici que c'est en différentes sections, là. Donc, on a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, la sélection de modèles, l'inspection, la visualisation, les transformations de datasets, okay, le loading de datasets,
puis des sujets encore plus avancés, le principe c'est on n'a pas nécessairement besoin de savoir qu'est-ce que chacun est, mais pour chacun des éléments, ça va toujours nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. OK? Puis, non seulement les mathématiques, les liens d'information derrière pour apprendre qu'est-ce que ça l'implique, ces différents algorithmes-là, mais le code qui nous permet de l'implémenter avec la librairie de scikit-learn. Fait que cette librairie-là est vraiment extraordinaire pour ses capacités éducationnelles et ses capacités d'exécution. Donc le learn, c'est pas juste pour de l'apprentissage machine, c'est aussi pour que toi, tu puisses apprendre. Donc le principe, c'est qu'on va utiliser cette librairie-là pour aller appliquer plusieurs algorithmes d'apprentissage machine sur un problème donné. Donc ici, on est à l'avant-dernière semaine, j'ai pas une autre trentaine d'heures là-dessus, hein, puis ça peut prendre plusieurs cours de 45 heures, commencer à faire le tour de tout ce qui est écrit là-dedans. Moi, je n'irai pas dans les détails de c'est quoi les algorithmes, mais je vais aller un peu dans le détail de comment est-ce que ça se passe, l'apprentissage machine. Qu'est-ce que ça l'implique? Comment est-ce que ça fonctionne? Fait que je vous ai fait un petit projet qui va démontrer comment est-ce que ça va fonctionner. Puis on va regarder ensemble c'est quoi les différentes étapes. Puis qu'est-ce que ça l'implique, chacune de ces étapes-là, à un niveau conceptuel assez haut. OK? Fait que le principe, c'est qu'on a on a l'information suivante. Okay? Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de commencer à mesurer un paquet de fleurs. Okay? Donc, il a décidé de prendre... Attends, on va aller trouver... Celui-là. Ouais. Fait que, il a décidé de aller chercher un paquet de fleurs. 3 types de fleurs. Des Setosa, des versicolores et des Virginica. Puis, pour chacune de ces différentes types de fleurs-là, il a été calculé la taille de la pétale puis la taille de la sépale. Qu'est-ce que c'est la sépale pour ceux qui ne savent pas, là? C'est la partie qui va avoir un bourgeon quelconque, là. Fait qu'on a la pétale ici, on a la sépale ici. Puis, en gros, la personne s'est promenée, puis a été enregistrer un paquet de ces informations-là. Fait qu'il a pris, en gros, la largeur et la longueur de la pétale, puis la largeur puis la longueur de la sépale. Puis là, il a annoté un paquet de ces informations-là en disant, ben pour telle taille, c'était telle grosseur. Fait qu'ici, on va... Je veux... Regardez notre document initial. Donc, c'est quoi nos données initiales là, sur lesquelles on veut travailler avec? On a ces informations-là. On peut voir ici qu'on a, je pense qu'il y en a 500 quelques, là, d'informations qui vont avoir, on peut voir que c'est un CSV, hein, c'est des choses qu'on connaît, les CSV. Donc, c'est des comma separated values. Fait que si on regarde ici, on a 5.1, 3.5, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. C'est de type Iris Setosa. Puis si on regarde ici, on a 6.9, 3.1, 4.9, 1.5. On a le Iris versicolare. Fait qu'on voit ici qu'on a sauvegardé toutes ces informations-là. Fait qu'on a le largeur-longueur de la sépale, largeur-longueur de la pétale, puis après ça, la classe voulue. Fait que notre but, en tant que data scientist, en tant que personne qui veut faire de l'apprentissage machine, ça va être de dire, prends ces données-là, apprends de ces données-là, puis à partir de là, si je te donne une nouvelle liste d'informations, une nouvelle liste de 4 valeurs de taille de pétale, de taille de sépale, je veux que tu sois capable de me dire c'est quoi le type de la plante.
Okay? Donc, c'est ça le but de l'apprentissage machine. On a des données initiales, okay, qu'on appelle des attributs. Puis, on va avoir ici le résultat, okay, la réponse qu'on appelle une classe dans le monde de l'apprentissage machine. Fait que, on veut trouver à partir d'attributs une classe quelconque. Fait que le principe, hein, donc si on prend instant. L'information. Okay. Switcher, on va regarder ça ici. Donc, on a okay, ces informations-là. Donc, on a ici les différents attributs. Puis, on a ici la classe avec les différentes informations. Puis là, si on en avait plus, on aurait d'autres types de classes avec d'autres types d'attributs. Fait que le principe, c'est qu'on va vouloir prendre toutes ces informations-là, puis les domper dans un algorithme d'apprentissage machine. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. OK? Donc j'entraîne ce qu'on appelle un modèle pour être capable de dire, ben, OK, une fois que le modèle est entraîné, moi, je vais vouloir envoyer une nouvelle série d'attributs. Fait que, mettons, 4.5, 3.0, 2.5, 1.2. Je vais envoyer ça là-dedans. Puis, lui, il faut qu'il me sorte, OK, à quelle classe ça l'appartient. Donc, c'est ça le but de l'apprentissage machine. On veut entraîner un modèle, puis à partir de ce modèle-là, on va pouvoir faire une prédiction à partir de nouvelles valeurs qui manquent la classe. Donc, une fois qu'on l'a entraîné, on est capable de lui dire « Voici ce que tu es capable de trouver ». Fait que comment est-ce qu'on va fonctionner pour être capable de voir, premièrement, comment entraîner notre modèle, puis après ça, comment est-ce qu'on va l'évaluer? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir s'il est bon ou pas? Fait que là, on va aller regarder le code qu'on a fait, puis on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que, premièrement, donc, on voit ici qu'on a un paquet de choses qui sont importées. Okay, on peut voir qu'on a Pandas, on peut voir qu'on a Matplotlib, on peut voir qu'on a plein de choses de sklearn, okay, qui est le scikit-learn qu'on a vu juste ici. Fait que c'est toutes des choses qu'on va... Oups, je sais pas. On va regarder ça ici. On va le mettre peut-être un petit peu plus gros pour qu'on puisse bien voir le contenu de ça. Excellent. Donc, on a un paquet d'importations, on a Pandas, on a Matplotlib, on a scikit-learn. Puis à partir de là, on va pouvoir importer ce qu'on appelle le dataset. Hein? Fait que toutes ces informations-là, là, hein, c'est un CSV. On peut le lire. Puis en fait, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On va utiliser le read CSV qui vient de Pandas. Hein, donc lui est déjà tout de suite capable de créer un data frame avec cette information-là. Donc lui va directement aller télécharger le fichier, il va le convertir en data frame avec ses lignes, ses colonnes, avec les numéros des colonnes, les noms des colonnes. Puis justement, je lui fournis le nom des colonnes parce qu'ils ne sont pas directement dans le fichier CSV. Hein, si on regarde en haut complètement du fichier CSV, on n'a pas le nom des colonnes. Fait que je les rajoute à la main. Fait que j'ai un dataset. Puis si j'exécute ça, je vais pouvoir regarder
Attends, on va le mettre, puis on va le splitter un petit peu. C'est ça que je voulais. Pas séparé, mais c'est pas grave, on va pouvoir le voir ici. On a un affichage de notre data frame. On peut voir ici, on a les différents attributs et on a la classe qui est comme notre résultat qu'on sait déjà. Là, notre but, c'est apprendre de ces affaires-là puis être capable de prédire à partir d'une nouvelle série d'informations. Comment est-ce que ça va se passer? Bien, premièrement, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable de séparer la partie d'attributs de la partie de classe. La première chose qu'on fait dans notre code, c'est qu'on prend cette partie d'attribut-là, puis on va l'appeler X, puis la partie de classe, on va l'appeler Y. Okay? Donc, c'est en gros les noms habituels qu'on donne dans le verniculaire du machine learning. Donc, on peut voir comment est-ce que ça va se passer. Ben, on crée X, on a ici les valeurs de notre dataset, puis on peut voir ici qu'on utilise le slicing de tableau qu'on a vu. Donc, le array va aller prendre toutes les lignes, puis il va aller prendre les colonnes de 0 jusqu'à 4 non inclusifs, avec les 4 premières colonnes, qui est nos 4 attributs. Fait que le X va être les 4 premières, comme on a bien ici, les 4 premières, va être le X. Ensuite, le Y, ben, comment ça se passe? Lui, il va juste aller prendre la dernière colonne, parce que c'est comme nos réponses ici. Fait que c'est vraiment juste la dernière colonne, ça va chercher le Y. Fait que on a maintenant nos deux données comme séparées. On a les X qui les attribuent, puis on a les Y qui sont comme les réponses. On dit les classes de chacune de nos valeurs. Là, une affaire qui est importante à comprendre quand on travaille dans le machine learning, c'est que c'est pas une science exacte. Okay? Quand j'essaie d'entraîner un modèle, je suis pas certain si le modèle va être bon ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler. Donc ici, on a une centaine de lignes. Là, Donc, le principe, c'est qu'on va aller prendre une partie pour faire l'entraînement, puis une partie pour faire ce qu'on appelle la validation. Fait que le principe, c'est que moi, je vais juste prendre 80% du stock pour l'entraînement, puis il y a un dernier 20% que je vais utiliser ensuite pour la validation, pour savoir est-ce que ça a bien marché ou pas mon affaire, est-ce que quand je lui donne des choses à prédire, puis des choses que moi je sais c'est quoi le résultat, est-ce qu'il me donne des bonnes réponses? OK? Donc le principe, c'est qu'on va avoir habituellement 80% de nos données qui vont être pour l'entraînement, puis 20% qui vont être pour la validation. Ici, il faut faire attention, j'ai fait une ligne directe, là, mais à l'intérieur, lui, il va faire des sélections aléatoires à l'intérieur pour sélectionner le 80%. Parce que sinon, faudrait pas faire en sorte que je fais juste apprendre sur ces deux premiers-là, puis que la dernière partie de vérification est juste sur une partie qu'il n'a jamais regardée. Donc, si on regarde ici, on utilise le train test split, donc c'est une fonction qui est reconnue pour séparer mon set de données pour avoir un set de validation, un set d'entraînement. Puis on lui dit c'est 20%. Puis on lui dit fais-moi un shuffle avant de commencer à faire ça pour être certain que j'aille tous les types de classes, autant dans l'entraînement que dans la validation. Fait que ça nous permet de présenter 4
élément, où c'est qu'on va avoir xtrain ici, xValidate, ytrain ici, puis xValidate. Fait qu'on a séparé chacun des éléments. Là, le principe, c'est qu'on va appliquer l'entraînement pour plusieurs types d'algorithmes. Fait que là, ici, on se fait une liste des différents modèles qui vont utiliser différents algorithmes. Fait que là, ici, c'est des noms d'algorithmes, là, OK? Donc, KNN, Naive Bayesian, Sector Vector Machine, donc SVM, donc c'est des noms, puis c'est des algorithmes derrière. Là. Si on veut en apprendre plus, on peut aller faire une recherche, OK? Puis savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Si je fais ça, mettons, je peux aller voir que c'est le Gaussian Bayes Naïf. Puis je peux aller voir dans les User Guide comment est-ce que ça fonctionne, OK, pour aller chercher les informations. Fait que on peut voir ici que c'est une probabilité de Y sachant que XI, là, donc là on tombe dans les maths, là, on tombe dans les statistiques, je n'irai pas dans les détails à ça, mais le principe c'est que ça trouve la probabilité par rapport à une série d'attributs, est-ce que ça nous donne l'élément ou pas. Puis il y a des manières de trouver ces valeurs-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y feed les informations, puis lui utilise cet algorithme-là pour être capable de le faire. On peut même voir, OK, l'article initial qui a géré ça. 79 pour trouver ça. Ça fait quand même longtemps qu'on a commencé à travailler là-dessus. Fait que, comment est-ce que ça fonctionne? On les prépare toutes. OK? Puis ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer plusieurs modèles qu'on va tous tester un après l'autre. Fait que, comment est-ce que ça va fonctionner? On va avoir ici, bon, une boucle. Hein? On a une série de modèles. Hein? Donc ici, on peut voir, là, c'est une liste. Hein? C'est une liste comme on a vu autrement. Puis on a des append qui va juste être le nom puis le modèle qui va être utilisé. Fait que je peux voir ici. Une fois que là, je vais utiliser une boucle, ce qui va me permettre d'utiliser chacun des modèles individuellement. Fait que comment je fais pour entraîner mon algorithme de machine learning avec mes informations d'entraînement? J'ai une méthode qui s'appelle fit. OK? Donc, fit va essayer de faire fitter un modèle par rapport à un set d'entraînement. Fait qu'on peut voir ici, lui, il a besoin d'avoir deux valeurs. Un qui va être la liste des paramètres d'entrée, les attributs, puis un qui va être les classes qu'il veut. Fait qu'en gros, lui, il va aller regarder ligne par ligne, puis il va dire « Ah, ça ici, quand c'est telle affaire, ça semble être celle-là. » Il dit je vais me souvenir de ça. Il regarde l'autre. « Ah, c'est telle affaire. Ah, dans ce cas-là, c'est supposé être ça. » C'est comme ça, l'algorithme de machine learning, c'est vraiment ça ici, c'est qu'il va regarder chacun, il va dire « Ok, c'est supposé être ça. En sachant que c'est supposé être ça, je vais donc, OK, fitter, OK, mes petites... des manivelles mathématiques là, pour dire, ben ça, c'est plus important que ça. Ça, je pense que c'est peut-être plus important que cet attribut-là. » Puis plus il y a d'informations, plus il est capable d'avoir un modèle qui est réaliste. Fait qu'une fois qu'on a ce modèle-là, okay, qui est entraîné, il est prêt à prédire des choses. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une prédiction de toutes nos validations. Fait que là, ici, le principe, si on regarde qu'est-ce qu'on a fait avec notre environnement, on a pris ce set de données-là, puis on l'a dumpé dans la boîte, ça l'a travaillé à l'intérieur de ça, puis il est maintenant capable de prédire quelque chose. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon X de validation. Le X de validation, on ne sait pas c'est quoi les classes, hein? C'est séparé. Là. Le X, il y a juste les attributs. Fait que je prends les attributs, puis je dis prédis-moi chacune de ces lignes-là. Puis là, je vais pouvoir voir, est-ce que ce que tu me prédis, c'est le résultat que je m'attendais, que je sais qui est le bon. Fait que là, je vais pouvoir trouver un pourcentage de réussite. Là, okay? Est-ce que tu l'as bien
classifier. OK? Donc, est-ce que tu as trouvé la bonne réponse pour une information que je sais déjà? C'est ça qui se passe ici. On a les différentes prédictions. Puis, avec les prédictions, nous autres, on peut trouver différentes informations qui vont me permettre de savoir est-ce que le modèle y est bon ou pas. Puis ici, comme dernier test, j'ai fait une prédiction j'ai mis des valeurs moi-même, là, manuellement, là, que j'ai décidé que c'était 4 cm, 3 cm, 3 cm, puis 0.5 cm. Puis j'ai dit, OK, ben prédis-moi cette feuille-là. C'est supposé être quelle classe? Hein, pour bien voir qu'on peut directement juste rentrer manuellement des informations, puis être capable d'avoir un résultat qui sort de là. Fait qu'on a un paquet de types d'informations, puis on va regarder ensemble, OK, qu'est-ce que ça implique chacun. Fait que là, ici, le principe, c'est qu'on a une book for, hein, qui va boucler sur nos 6 différents modèles, puis pour chacun, ça va nous sortir, OK, un paquet d'informations sur comment bien est-ce que ça a été l'entraînement puis la prédiction de ce modèle-là. Fait que on a ici notre premier print, puis là après ça, on a un premier modèle, un deuxième modèle, puis pour chacun, on a un paquet d'informations. Fait que on peut voir ici le principe que nous, on peut comprendre là, très facilement. On a l'accuracy qui va me dire en gros, il y a combien de pourcentage d'éléments qui étaient de la bonne classification. OK? Ensuite, on a la matrice de confusion. La matrice de confusion, c'est intéressant à regarder un petit peu. On va regarder ça ici. Fait que la matrice de confusion, son principe, hein, nous autres, c'est qu'on avait 3 types de fleurs à indiquer. Fait que ce qu'on peut en fait écrire, là, c'est qu'on avait 3 classes à avoir. Fait qu'on pourrait dire que, mettons, celui-là, c'est C1. On avait quelque part là-dedans C2. Puis on en avait une troisième qui s'appelait C3. À la place d'utiliser les noms complets, là, ça va être plus facile. Fait qu'on a 3 classes. C1, C2, C3. Fait que la matrice de confusion, ça va me dire C1, C2, C3, C1, C2, C3. Donc c'est un tableau de 2 dimensions. Donc ça va me dire c'était attends, c'est comment que ça fonctionne? Celui-là, c'est me dire c'était supposé être ça. Puis celui-là, c'est celui qui a été choisi pour de vrai. Fait que le principe, c'est que si celui-là et celui-là concordent, OK? Donc, c'était supposé être celui-là, c'est comme ça la vraie réponse. Ça, c'est... attends, on va l'écrire mieux, là, c'est pas... La prédiction, puis on a la vraie classe. Fait que le principe, c'est que si j'ai prédit C1, puis que c'était un C1, je mets un point là-dedans. Si j'ai prédit que c'était un C1, mais qu'en fin de compte c'est un C2, je mets un point là-dedans. Fait que si je regarde, mettons que je me pose une question, il y en a combien là-dedans qui ont été bien prédits, puis il y en a combien là-dedans qui ont été mal prédits. Ben si je regarde, tous ceux qui sont dans la diagonale principale, c'est tous ceux qui ont été bien prédits. Puis ceux qui sont à l'extérieur de la diagonale principale, c'est ceux qui ont été mal prédits. Fait que là, on peut voir non seulement est-ce que, autre que juste le pourcentage de accuracy, là, on peut vraiment voir quelle partie du modèle est bon ou pas. Hein, parce qu'avec cette information-là, je peux voir que le C1, il y a
aucune mauvaise classification. Fait que je peux me dire, ben, s'il me dit que c'est C1, je suis pas mal certain qu'il a raison. Mais s'il me dit que avec le C2 puis le C3, ben là, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de variance qui vient avec ça. Ça se peut que ce soit un faux positif ou un faux négatif, OK, qui vient avec ça. On peut voir ici que c'est pas juste le pourcentage de cela qu'il y a de bon qui est nécessairement bien. En fait, il y a plein dans les statistiques de différents calculs possibles, okay, différents termes possibles pour parler de comment est-ce que c'est bon ou pas. Donc, on peut voir ici, on a les différentes précisions, ok, le recall, le F-score, le support, c'est tous des différents termes qui nous donnent ça. L'intervalle de... Ici, il y a quelqu'un qui demande est-ce que ça peut nous donner des intervalles de confiance? Certainement. En fait, si on regarde nos différents résultats, à la fin, nous autres, on va le mettre dans un diagramme de bande qui nous donne exactement ça. Fait qu'on peut vraiment voir que c'est ça va chercher les informations. En gros, comme tout est déjà là pour nous, mais il faut juste être capable d'aller chercher avec les différentes fonctions, avec les différents éléments qu'on a besoin. Donc, ici, on vient de faire, puis on peut voir qu'on a un accuracy de 83%, on a un 100% directement. Je pense qu'on a un autre, on a une couple de 100%, là, parce que c'est un problème qui est quand même facile à régler avec les algorithmes d'aujourd'hui. 96%. Donc, on peut voir ici, on a différents éléments, ok, qui viennent nous dire est-ce que c'est un bon ou pas. Là, il faut faire attention parce que quand on travaille dans l'apprentissage, il y a beaucoup d'attrape-nigo, okay? Beaucoup de pitfalls sur lesquels on peut tomber. Donc, c'est pas parce qu'on a un accuracy de 100% que notre modèle est bon. Ça se peut qu'il soit trop bon, hein? Qu'il soit juste bon pour les données qu'on lui a données, puis si on lui donne des nouvelles données, il ne serait pas capable de l'identifier correctement. Okay? Ce qu'on appelle de l'overfitting. Notre modèle, il est trop rigide, il n'est pas capable de voir plus loin. Donc, il y a un paquet de mécanismes, un paquet de méthodes qui me permettent de travailler autour de ça pour être capable de voir des choses qui sont intéressantes, des choses qui... comment bien préparer les données aussi. OK, là, c'était assez facile. On avait juste 4 attributs. Mais si on va aller chercher quelque chose de différent, OK, admettons quand on pense à une image. Ici, on va marquer quelque chose. Trouver une représentation. OK. Ouais, premièrement, quand on travaille avec une image quelconque, hein, habituellement, c'est comme un amalgame de différentes couleurs. Hein. Il va y avoir habituellement du rouge, du vert, du bleu. Hein. Donc, on a du RGB. Puis, habituellement, la couleur, admettons, il va y avoir une différente intensité pour chacun. Hein. Fait que ça se peut qu'on ait 0,00, puis ça se peut qu'on ait un maximum, dépendamment de quelle gamme tu utilises. Des fois, c'est, mettons, 255, 255, 255. Hein? Fait que quelque chose où c'est qu'il y a une couleur dedans, je peux lui assigner, OK, un triplet de 3 valeurs RGB qui va me permettre de représenter ça. Ben, si on pense à une image, OK, une image, c'est quoi? C'est en fait une représentation
de pixels. OK? Donc, tu sais, quand tu t'en vas très proche d'une image, là, tu peux voir comme c'est juste un petit carré d'une couleur. En fait, chacun des pixels d'une image, c'est une représentation de 3 valeurs. Une image, on peut représenter ça comme étant une espèce de tableau de 3 dimensions. OK? Où c'est que chacun des pixels a comme 3 informations. Ben, si une image est une représentation d'un tableau de 3 dimensions, ça veut dire que c'est juste une série d'attributs. C'est juste une série de valeurs numériques. Si c'est juste une série de valeurs numériques, ben moi, je peux prendre ça, puis venir le domper dans mes machines d'apprentissage pour être capable d'utiliser comme entrée une image, puis que c'est capable d'apprendre de cette image-là. C'est ça qu'on est capable de faire quand on demande à Google c'est quoi un chien, là. OK? Hein, donc, OK, dog. Et je clique sur image. Comment est-ce que Google a su que tout ça, c'est des chiens? Ben, quelque part, il y a quelqu'un qui a... oups. OK, j'ai été sur Google, j'ai marqué chien. Donc, quand j'ai un paquet de photos de chiens, comment est-ce que Google fait pour savoir que c'est des photos de chiens? Hein, c'est simple. Ben, c'est des algorithmes d'apprentissage machine. C'est pas quelqu'un qui travaille puis qui va aller cataloguer toutes les images de l'Internet. OK, il y en a beaucoup trop, on n'est pas capable. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est fait... Il y a quelqu'un qui a été en cataloguer un paquet, puis à partir de ce paquet d'images-là, ben, il a dit, ben ça, cette image-là, c'est un chien, celle-là, c'est un chat, celle-là, c'est une maison, celle-là, c'est un bateau. Puis on a utilisé ces informations-là pour créer des modèles d'apprentissage. Fait que là, quand Google a une nouvelle image, il va utiliser ce modèle-là, puis il va prédire c'est quoi cette image-là. Est-ce que c'est un chien, c'est un chat, c'est un bicycle, c'est un auto, c'est une foule de peuple. Donc c'est ça le principe de l'apprentissage machine. Donc là, encore une fois, on a vu comme le contour. Hein? La dernière partie qui est vraiment comme la plus mathématiquement difficile, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire-là. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand je donne une information à cette boîte noire-là pour qu'elle soit capable d'apprendre, pour qu'elle soit capable de prédire par la suite. Ça, c'est des mathématiques pas mal plus poussées que nous, on ne verra pas. Mais le principe, c'est que même sans savoir ces différentes possibilités-là, on est quand même capable de l'utiliser. On est quand même capable d'appliquer les modèles, même si on ne sait pas mathématiquement derrière qu'est-ce qui se passe. Et voilà. On finit sur un paquet de chiens. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous avec la visualisation de données, puis un peu un intro sur le machine learning. Si vous voulez en savoir plus, hein, donc Scikit-Learn, c'est vraiment une excellente ressource. Si vous recherchez des ouvrages pour appliquer à certains domaines, n'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai beaucoup de références, des livres de références que je connais, okay, que ce soit juste dans le domaine de data science, la météorologie, la finance, le business intelligence, okay, tous ces genres de domaines-là ont tous leurs propres différents modèles, toutes leurs propres petites spécificités pour aller travailler avec l'apprentissage. Ça fait le tour. On a vu tout ce que je voulais vous apprendre. Bravo. On est maintenant arrivé à la fin. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine va être utilisée pour corriger la révision que je vais mettre en ligne après qu'on ait terminé aujourd'hui. Autrement, le restant de la période est libre, soit pour commencer tout de suite la révision, soit pour pouvoir travailler sur votre dernier travail pratique.